Bonjour. Aujourd'hui, on part pour Alexandrie, à la rencontre d'une femme assez exceptionnelle de l'Antiquité tardive, Hypatie. Son nom, il évoque tout de suite les maths, la philo, l'astronomie, mais aussi un destin tragique dans une ville qui était en pleine ébullition. Oui, tout à fait. On est en Égypte romaine, aux alentours de 355 après Jésus-Christ. Alexandrie, à ce moment-là, c'est vraiment un phare intellectuel, culturel, avec un héritage de savoir immense. Mais attention, c'est aussi une ville traversée par de grosses tensions politiques et de plus en plus religieuses. Ce contexte, il est vraiment clé pour comprendre Hypatie. D'accord. Donc, notre but, là, c'est de plonger un peu dans ce qu'on a, les sources, les fragments d'histoire, les témoignages, pour essayer de cerner un peu mieux qui était cette Hypatie, qu'est-ce qu'elle a apporté intellectuellement et pourquoi son histoire nous parle encore aujourd'hui, finalement. Exactement. Alors, allons-y, explorons ça de plus près. Bon, pour commencer, sa naissance, on situe ça vers 355. Elle est la fille de Théon d'Alexandrie. C'est pas n'importe qui, son père. C'était un mathématicien, un astronome assez connu, lié au Muséon. Ah oui, le Moséon, cette grande institution de recherche qui avait un peu pris la suite de la fameuse bibliothèque d'Alexandrie. Voilà. Donc on imagine bien une enfance baignée dans le savoir. Une immersion très tôt dans les chiffres, la logique, l'observation du ciel. C'est clair que c'est un bon départ, mais ce qui est vraiment frappant pour l'époque, c'est sa visibilité publique. La norme, c'était quand même que les femmes restent dans la sphère privée, domestique. Or, Hypatie, elle devient une enseignante célèbre, une intellectuelle qui compte à Alexandrie. Elle prend même la tête de l'école philosophique de la ville, c'est ça? Oui, l'école néoplatonicienne. C'est une école qui s'inscrivait dans la lignée de Platon, qui cherchait à approfondir sa pensée, à la synthétiser, et Hypatie en devant la figure de proue. Et ce qui est fou, c'est qu'ils venaient à ces cours, apparemment c'était hyper diversifié, on parle de païens, de chrétiens, de riches, de pauvres, des étudiants venus de partout en Méditerranée, ça c'est en dit long quand même. Ah oui, cette diversité de son public, c'est un point essentiel. Ça montre bien sa position unique. Sa renommée intellectuelle, son indépendance d'esprit, et puis aussi ses relations politiques, probablement. On sait qu'elle était proche du préfet impérial Oreste. Tout ça, ça l'a mise au centre des conflits qui déchiraient Alexandrie. Quel genre de conflit exactement? Il y avait une lutte féroce pour le pouvoir, pour l'influence, entre l'autorité civile romaine, donc Oreste, et le pouvoir religieux chrétien, qui était en pleine ascension, avec l'évêque Cyril. C'était vraiment tendu. Et elle s'est retrouvée au milieu de tout ça? Un peu, oui. Prise dans cet étau, par son prestige, son association avec le camp d'Oreste. Elle est devenue un symbole, qu'elle le veuille ou non. Pour certains chrétiens, disons les plus radicaux, elle incarnait la vieille culture païenne, la philosophie grecque, perçue comme une menace pour la nouvelle foi. Son rationalisme, sa démarche intellectuelle, ça pouvait être vu comme une opposition. Et ça a mal fini. Très mal. Cette polarisation, ça a créé un climat hyper dangereux pour elle. On arrive à sa fin, brutale, choquante, en 415. Elle est attaquée en pleine rue, tirée de son char et tuée par une foule de fanatiques chrétiens. Terrible. On mentionne souvent les parabolanies dans cette histoire. Oui, les sources en parlent. C'était une sorte de confrérie chrétienne, au départ dédiée aux soins des malades, aux enterrements. Mais certains de ses membres, les plus zélés, agissaient un peu comme une milice au service de l'évêque. Leur implication est souvent évoquée, oui. Et cette mort, ça a dû marquer les esprits? Énormément. Les contemporains et puis toute la postérité. Mais paradoxalement, c'est aussi ce qui a forgé sa légende. Hypatie est devenue une sorte de martyr de la philosophie, le symbole de la liberté de pensée, de la raison, écrasée par le fanatisme. Son histoire, transformée comme ça, elle a traversé les siècles. Elle est devenue une icône, bien au-delà de ses travaux scientifiques eux-mêmes. Justement, parlons-en de ses travaux. Parce qu'au-delà du symbole, qu'est-ce qu'on sait vraiment de ce qu'elle enseignait, de ses contributions? C'est là que ça devient passionnant, même si on manque un peu de sources directes, j'imagine. Oui, c'est le défi. On a surtout des témoignages indirects, notamment via ses élèves, comme le célèbre Cynésius de Cyrène. Ok. Alors, en maths et en astronomie, elle s'inscrit dans la lignée de son père, Théon, et des grands Grecs, c'est ça? Tout à fait. Ce que les témoignages suggèrent, c'est qu'elle a eu un rôle très actif dans la transmission et surtout l'explication des savoirs complexes de son temps. On lui attribue des commentaires, c'est-à-dire des éditions critiques, commentées, expliquées d'œuvres majeures. Comme quoi, par exemple? On parle des éléments d'Euclide, la base de la géométrie, de l'arithmétique de Diophante,
Diophante, c'est un peu le père de l'algèbre, et aussi des coniques d'Apollonius de Perge. Les coniques, c'est les cercles, les ellipses, ce genre de choses? Exactement, ces courbes qu'on obtient en coupant un cône. Des travaux assez pointus. Et son travail de commentaire, ce n'était pas juste de la technique, de l'érudition. Ça s'inscrivait vraiment dans sa démarche philosophique néoplatonicienne. Ah ouais. Comment ça? Le lien entre commenter les équations et la philosophie? Ça peut paraître un peu distant. Pour Hypatie et les néoplatoniciens, les maths, c'était beaucoup plus qu'un simple outil de calcul, hein. C'était vu comme le langage parfait pour décrire l'ordre, l'harmonie du cosmos. Comprendre la structure mathématique de l'univers, c'était une manière d'approcher les principes intelligibles qui le régissent. Et ces principes, ils étaient vus comme un reflet de la source divine, l'une. D'accord, je vois. Donc, clarifier Diophante ou Apollonius, c'était comme polir un miroir pour mieux voir la vérité. C'était une étape essentielle, une préparation, ce que les Grecs appelaient une propédeutique, pour élever l'esprit vers la contemplation philosophique. Intéressant. Et on parle aussi d'instruments scientifiques qu'elle aurait contribué à perfectionner. Oui, les sources, notamment les lettres de Cinésios, mentionnent son intérêt, ou celui de son cercle, pour des instruments comme l'astrolabe. L'astrolabe, cet outil pour observer les étoiles. Oui, cette sorte de modèle réduit du ciel qui permettait de calculer l'heure, la position des astres, et aussi l'hydromètre, un instrument pour mesurer la densité des liquides. Ça montre bien qu'elle avait une approche pas seulement théorique, mais aussi ancrée dans l'observation, la mesure du monde réel, toujours dans cette idée de comprendre l'ordre de l'univers. D'accord. Passons à Philo elle-même alors. Elle dirigeait cette école néoplatonicienne. C'était quoi les grandes idées? Alors, le néoplatonisme, dont Plotin avait été le grand initiateur au IIIe siècle, ça propose une vision du monde assez hiérarchisée. Tout émane d'un principe premier, absolu, qu'on appelle l'une ou le bien. L'âme humaine, elle, est vue comme une sorte d'étincelle divine qui est tombée dans le monde matériel. Et le but, c'est de remonter... Exactement. Le but de la vie philosophique, c'est de faire remonter l'âme vers son origine. Et ce chemin de retour, il passe par deux voies principales. La purification morale, c'est-à-dire pratiquer les vertus, et l'ascension intellectuelle, la contemplation des idées pures, jusqu'à l'union mystique, idéalement avec l'une. Donc, dans son enseignement, elle devait insister sur la rigueur logique, la maîtrise de soi. Oui, la raison, la vertu et la recherche de la sagesse comme but ultime de l'existence. C'était vraiment ça le cœur de son enseignement philosophique, d'après ce qu'on peut en reconstituer. Et elle faisait ça donc dans cette ville hyper divisée dont on parlait. On a mentionné la diversité de ses étudiants. Son école, c'était un peu une bulle à part. C'est l'impression que ça donne, ouais. Dans cette Alexandrie où les tensions religieuses, les violences entre communautés païens, juifs, chrétiens de différentes obédiences étaient monnaie courante, eh bien l'école du Paty semble avoir été un espace de dialogue, relativement préservé. Elle incarnait l'idée que la raison pouvait dépasser les clivages. Tout à fait. Que la recherche de la vérité par l'intellect, ça pouvait et même ça devait transcender les appartenances religieuses ou politiques, le savoir comme un pont universel. Sa tolérance n'était pas juste une posture neutre, c'était une affirmation philosophique forte, la primauté de l'intelligence partagée. Et le fait que ce soit une femme qui porte ce message, dans ce contexte, ça nous amène à cette question de son rôle en tant que femme savante. C'est important, ça. Ah oui, c'est fondamental. Alors attention, elle n'est pas la seule femme savante de l'Antiquité, il y en a eu d'autres. Mais sa notoriété publique, son autorité intellectuelle reconnue, ça c'est exceptionnel. Rien que le fait qu'une femme puisse enseigner la philo et les maths à des hommes, y compris des notables, des futurs évêques comme Cinésios, et diriger une école influente, Ça défiait toutes les conventions. complètement. Ça bousculait les normes sociales de l'époque. Du coup, elle est devenue, peut-être un peu malgré elle, un symbole très fort d'égalité intellectuelle. La preuve vivante que la capacité de raisonner, de chercher la sagesse, ça n'a pas de genre. Cet aspect de son héritage, il est vraiment crucial. Alors si on essaye de résumer un peu tout ça, qu'est-ce que la vie, l'œuvre d'Hypatie peuvent nous apporter aujourd'hui? Quelles leçons on peut en tirer pour nous? Bon, il y a une première chose qui saute aux yeux, c'est le courage qu'il faut pour chercher la vérité, le savoir. Sa vie montre bien que défendre la pensée rationnelle, l'autonomie de l'esprit, ça peut vouloir dire affronter l'hostilité, l'incompréhension, voire le danger physique.
C'est un appel à la persévérance intellectuelle, quoi. Oui, et une deuxième leçon, c'est la valorisation de la raison elle-même. Hypatie, elle incarne cette confiance dans la capacité humaine à comprendre le monde. Par l'observation, la logique, le débat argumenté, c'est un vrai plaidoyer pour l'esprit critique, face aux dogmes, aux préjugés, à la pensée toute faite. Et puis, il y a cet exemple de tolérance, de dialogue dont on parlait. Dans notre monde actuel, qui est toujours plein de divisions, de conflits, la façon dont Hypatie arrivait à rassembler des gens différents autour de la recherche du savoir, ça nous rappelle que l'intelligence peut unir, qu'il faut chercher des terrains d'entente au-delà des différences. La réflexion perso, former des esprits libres, c'est travailler pour l'émancipation individuelle et collective. L'accès à l'éducation pour tous, pour toutes, ça reste un combat tellement actuel. Et Hypatie, par son parcours, elle est une figure très inspirante pour ça. Au-delà de ses leçons, on peut dire, son parcours nous invite aussi à réfléchir à ce que ça veut dire, au fond, philosopher. Pour elle, comme pour beaucoup d'anciens, c'était pas juste une matière scolaire, c'était un art de vivre, un engagement de chaque instant pour la clarté de la pensée, pour la cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, pour chercher la justice, l'harmonie, en soi et autour de soi. Ça nous renvoie à la question comment on incarne ces idéaux-là dans nos vies aujourd'hui. En somme, Hypatie d'Alexandrie, ça reste une figure, lumineuse, mais complexe aussi. Une intellectuelle brillante, une enseignante respectée, une femme de courage, qui a vécu et qui est morte pour son amour de la sagesse et de la liberté d'esprit. Son histoire, elle continue de nous parler de la beauté de la pensée rationnelle, mais aussi de sa fragilité face aux passions humaines. Et peut-être, pour prolonger la réflexion, son destin tragique, il nous pousse à nous interroger sur les conditions qui permettent à la pensée libre de naître, de s'épanouir, d'être protégée, et inversement sur celles qui mènent à sa suppression. Dans notre société actuelle, quels sont les mécanismes, les pressions sociales, politiques, qui encouragent ou au contraire qui freinent la recherche désintéressée du savoir, le débat d'idées ouvert, respectueux, la pensée critique? Identifier ces facteurs, qu'ils soient favorables ou défavorables, ça semble assez essentiel si on veut défendre cet héritage intellectuel dont Hypatie est devenue, bien malgré elle, parfois un des grands symboles.